Bon, écoutez, 17h02, on va commencer cette session d'échange avec notamment des intervenants de qualité autour du rapport sur la philanthropie qui a été remis par les députés Naïma Moucho et Sarah Lahiri. Donc, merci Sarah d'être avec nous pour cet échange avec les adhérents du Centre français des fonds et des fondations. On vient d'avoir notre assemblée générale à distance. Alors voilà, on a eu quelques sueurs au niveau des votes en live, mais tout s'est bien passé. Et on a annoncé cette conférence, notamment à la suite de ce rapport sur la philanthropie qui avait fait l'objet d'une demande du Premier ministre en juillet dernier. Pour réagir sur ce rapport, nous avons deux membres de notre conseil d'administration, Axel Dabzac, directrice générale de la Fondation de France, et Dominique Dupelou, Dominique qui a fondé un fonds de dotation Green-Unique. Et nous avons comme ça une approche complémentaire, puisque nous savons que nous avons une grande diversité parmi les 16 membres du conseil d'administration du Centre français des fonds et fondations. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont connectés. Donc, je souhaiterais adresser ma première question à Sarah. C'est un long travail, beaucoup d'interviews, beaucoup d'entretiens pour parvenir à rédiger un tel rapport, avec une mission quand même assez large sur l'état des lieux, les enjeux d'une philanthropie française. D'abord, une première question à titre personnel. Nous connaissons ton engagement en tant que député MoDem Loire-Atlantique, membre de la commission des finances, de l'économie générale, du contrôle budgétaire, coprésident du groupe d'études sur l'économie sociale et solidaire, et également membre du groupe d'études vie associative et bénévolat. Donc, de larges compétences au cœur de ces enjeux philanthropie, générosité. Comment s'est déroulé ce travail? Et puis, ma deuxième question, c'est les attentes. C'est-à-dire, une fois qu'on donne ce rapport à un Premier ministre, donc ce rapport qui a nécessité beaucoup de travail, qu'est-ce qu'on en attend? Quels sont tes souhaits par rapport à cette démarche? C'est mes deux premières questions. Bonjour à tous. Merci pour ce temps, puisque c'est un temps qui permet finalement également de donner une vie, une suite également au rapport. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce travail. Il a été très minutieux, il a été très énergivore en réalité, parce que passionnant et la passion dévore. Donc, de fait, je voulais commencer mes propos en remerciant l'ensemble des acteurs, parce que sincèrement, et vraiment, c'est pas juste par usage. Je voulais faire un remerciement marqué, parce que si les acteurs de tout genre, que ce soit les organisations représentatives, le CFF, France Générosité, Admical, la Fondation de France, les fondations par elles-mêmes, les fonds de dotation, le mouvement associatif, mais également les experts comptables, les notaires, en fait, la lettre de mission du Premier ministre était telle que le nombre d'acteurs avec qui échanger, avec qui challenger les idées était de fait extrêmement nombreux. Eh bien, merci à vous tous, parce que vous avez très largement contribué à ce rapport, et effectivement, j'en porte la synthèse, mais en réalité, il a été très largement co-construit. Évidemment, il ne peut pas faire l'absolument l'unanimité, mais il a été vraiment le fruit d'un travail et d'une énergie que les acteurs ont mis, qui mérite d'être rappelé, salué à chaque fois que je pourrais le dire. Ce n'est pas un exercice facile, parce que le secteur de la philanthropie a différents visages, il est pluriel, et donc en respectant cette pluralité, faire converger un constat et des propositions, ce n'est pas l'exercice le plus naturel, mais je crois que nous avons réussi avec ma collègue Naïma Mouchou à tracer en tout cas un chemin. Ce rapport, c'est d'abord une base. Moi, je pense fondamentalement que ce n'est qu'une base à challenger encore en réalité, parce que je crois qu'il est loin d'être parfait. Hein. Il n'intègre pas la totalité des propositions, ni des propositions parfaites. Je crois qu'il mérite encore d'être affiné, fignolé, avec des hypothèses. Et pour répondre très directement à votre question, quand on remet ce rapport après tant d'heures, plus de 100 auditions, tant d'heures de travail, de mobilisation de personnes qui ont mis beaucoup de tripes en fait et beaucoup d'énergie, eh bien on a envie d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que concrètement, ça soit utile et que ce ne soit pas juste un rapport qui vient s'installer dans une bibliothèque ou dans une pile de rapports et finalement qui s'endort. C'est pour ça que la première démarche qui a été la nôtre,
ça a été de défendre les premières propositions, quels que soient les véhicules. Le rapport, évidemment, se construit en 3 temps, en 3 pôles. Il y a un grand pôle libéralité, fiscalité. Eh bien, c'est très simple. Je crois que pour toute cette partie de libéralité, fiscalité, à chaque fois qu'il y a un véhicule qui permette de porter une proposition, eh bien, il faut le faire. Et c'est grâce à cette peut-être réactivité et d'exercice que dès le PLFR 3, qui n'était pas une loi de finances rectificative dans le cadre de nos sujets, eh bien, nous avons réussi à faire adopter 3 des propositions qui étaient déjà dans le rapport. Je crois qu'il faut avoir un travail très minutieux, très organisé, mais avec le soutien des acteurs, avec la capacité à échanger sur comment aussi affiner ces propositions. Ces propositions sont aujourd'hui d'une forme littéraire, comment les transformer en droit, comment les transformer en droit acquis ensuite et les rendre utiles. Parce que l'idée de ce rapport, c'était surtout ça. C'était comment on définit la philanthropie et comment c'est utile au secteur. Fondamentalement, je crois que la générosité est le signe d'une bonne santé de notre société, puisque ça veut dire qu'on se préoccupe des uns et des autres. C'est gage de bonne santé, d'impact social qui évidemment évolue, mais qui a le mérite d'exister. Et de fait, la première réaction, c'est comment je vais faire passer les premiers amendements. Et puis la deuxième, c'est la construction, évidemment, sur le sujet des statuts, mais qui ne doit pas être précipité. Et je crois qu'il doit être une ligne de départ à travailler avec l'exécutif, avec le gouvernement et avec les acteurs pour trouver les bonnes propositions, les bons équilibres. Mais la première des envies, c'est de le remettre, parce que ça a pris du temps et je crois que tout le monde l'a vu. La deuxième, c'est de commencer à lui donner corps. Et évidemment, en lui donnant corps, accepter de le faire évoluer, corriger. Et c'est pour ça que je le présente d'une certaine manière à vous, comme j'ai pu le remettre au Premier ministre, comme une première ligne, en fait, une première pierre sur un édifice qui a vocation à être amélioré, finalisé. Mais c'est une première étape avec un certain nombre de propositions qui méritent de prendre effet, parce que c'est vraiment ça. Un rapport n'est utile que s'il il provoque des transformations. Sinon, malheureusement, ce n'est qu'un constat. Je suis désolée, je suis particulièrement bavarde, donc si vous voulez que je sois plus courte, n'hésitez pas. Je me connais, je connais mes défauts, donc n'hésitez vraiment pas. Merci Sarah pour ces premières remarques. On sait que ce rapport s'est constitué l'an dernier dans une année particulière, assez difficile pour notre secteur, puisque très peu de députés se sont mobilisés face à l'article 50, très très peu. Pourquoi? Est-ce que notre secteur ne pèse pas assez? Nous étions pourtant avec la coordination Générosité, France Générosité, le mouvement associatif, Amical, IDEAS, enfin, un grand nombre de partenaires, mais nous avons eu l'impression que quand on est dans le cadre de la loi de finances, dans le cadre du budget de l'État, ce domaine compte pas grand-chose, ne pèse pas assez lourd par rapport au reste. Alors, nous en ressortons avec une volonté davantage de faire davantage comprendre combien la philanthropie, qui s'incarne par l'intérêt général et que portent des fonds et fondations qui nous écoutent, combien tout cela est important. Comment expliquer qu'il y ait eu un aussi grand nombre de députés qui n'aient pas réagi, qui n'aient pas compris l'enjeu de cet article 50? Pour être assez transparente et assez cash, moi, vous connaissez ma position, elle a été contre cet article 50 et pourtant, nous n'avons pas, malgré l'énergie mise, la vôtre et un certain nombre d'entre nous à l'Assemblée, n'a pas permis d'embarquer la majorité. Moi, j'y vois 2 choses. Une première, c'est ce combat, qui a été un vrai combat, hein, certes un combat perdu, mais un combat. Ce combat a permis à l'ensemble du secteur de parler d'une même voix. Et ça a été, sincèrement, pour nous, de l'autre côté, pour nous à l'Assemblée nationale, c'est la première fois où nous ne faisions pas une lecture sectorielle des causes. Et donc, il y avait un sujet commun, où il y avait une vraie énergie collective pour défendre pour moi, c'était une ineptie. L'autre combat qui a été gagné, mais qui était un préalable, qui malheureusement n'a pas été suffisant pour gagner la guerre, mais c'est d'intégrer dans l'esprit, particulièrement de la commission des finances, plus cette commission que les autres collègues en réalité, c'est d'intégrer le fait que la philanthropie, la générosité ou le mécénat, toutes les formes, ce n'est pas une niche fiscale. Et donc, dans l'esprit de mes collègues de la commission des finances, ça peut paraître anecdotique de dire que c'est un combat, sauf que ça a des conséquences. Tant que dans l'esprit de certains de mes collègues, le mécénat est une niche fiscale, alors il y a une sorte, actuellement, une sorte de volonté de mieux contrôler, de limiter, d'éviter des abus. Et tant qu'on était encore dans ce bateau, c'est-à-dire considéré potentiellement dans la bouche de certains comme une niche fiscale, alors nous prenions presque des balles perdues, si vous me permettez l'expression,
même si elle est très malheureuse, mais dans la forme, c'était ça, c'était dans cette lutte de suppression des petites taxes, de réorganisation des niches fiscales, eh bien, nous étions finalement un des éléments sans prendre l'impact social, sans prendre la complexité. Oui, ce n'est pas facile d'expliquer fiscalement parlant, économiquement parlant, les conséquences, l'apport, l'investissement. Et comme on a eu cette première attaque d'une certaine manière avec cet article 50, alors le secteur a su répondre. Et d'ailleurs, sa réponse a été d'une qualité assez, enfin, je veux dire, suffisamment énorme pour le saluer, le rappeler. Deuxième élément, c'est que nous avons créé des liens, ce qui n'était pas commun. Et donc, bon, ça nous a permis ça, avec d'autres collègues, d'autres commissions, des affaires sociales ou encore de la commission culture, qui de fait, en fait, on ne se connaissait pas beaucoup en réalité, puisque nous siégeait peu sur la loi de finances. Et mes amendements ont été d'ailleurs battus, il se trouve, en commission des finances. Et puis finalement, on retrouvait un peu d'air au Sénat et dans la commission des affaires sociales. Et ce sujet a réussi à transcender les bancs. Ça aussi, c'est un vrai élément, puisqu'il a été défendu par la droite, par une partie de la majorité et par la gauche. Certes, nous n'avons pas été suffisamment nombreux pour ceux qui ont suivi dans le détail. Et ça a eu ses conséquences. Et dans le détail, l'exercice de cet article 50, il se trouve qu'il y a eu une réorganisation de l'ordre de passage qui nous a amené à un jour où, malheureusement, l'Assemblée est un peu moins, les bancs sont un peu moins remplis, c'est-à-dire un vendredi, où restent exclusivement les députés en charge du sujet, donc les commissaires aux finances, mes collègues que j'adore, mais cependant qui n'étaient pas du même combat que le mien. Alors que si nous avions eu ce débat, peut-être un mardi ou un mercredi, où les travées de l'Assemblée sont beaucoup plus diverses, parce qu'il y a les commissaires d'autres commissions, je crois que le combat aurait été peut-être un peu plus vigoureux, je ne sais pas, je ne saurais pas prédire. Et ma grand-mère disait avec des scies, on coupe des arbres. Mais je me dis que le débat aurait été peut-être un tout petit peu différent. Un grand apprentissage, encore plus, ne jamais faire de concessions sur le sens des mots. Ça, c'est vraiment un vrai apprentissage. Le deuxième, chapeau pour la capacité au secteur de parler d'une même voix. Ça a été extrêmement vu et ça a eu des effets, peut-être pas suffisamment ce qu'on voulait, mais je vous assure que votre énergie n'a pas été vaine, puisqu'elle a créé au plus haut lieu de l'État des débats, des échanges, des bras de fer. Certes, pas fructueux, mais quand même, nous avons gagné un certain nombre de sensibilisations. Et le même genre de débat aujourd'hui ou demain, je pense qu'il se passerait dans un cadre peut-être un peu différent, puisque la crise du Covid est également passée par là et que nous avons tous été ébranlés par exemple, les interventions d'Emmaüs, où c'était assez historique. On a vu le secteur se soulever pour accompagner cette crise sanitaire et cette crise qui, de fait, accompagne une crise économique et potentiellement sociale, pour venir répondre sans demander quoi que ce soit, sans attendre quoi que ce soit. Et bien, tout ça a, je pense, infusé dans l'esprit des uns et des autres. Et maintenant, on a plus largement compris, je pense, dans les autres commissions, que la fiscalité, c'était aussi un sujet extrêmement important parce qu'il permettait de soutenir l'action qui est la vôtre, celle de servir l'intérêt général, faire cette recherche du bien commun, quel que soit en fait le sujet qui est porté. Donc, je sais que nous n'avons pas fêté ce PLF, mais pour autant, il y a des vrais apprentissages qui ont été tirés. Effectivement, nous savons que vous êtes une femme de conviction et jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque le vice-président de l'Assemblée nous avait organisé un dîner auquel vous étiez présente. Un des rares députés, Hugues Rançon, on peut le signaler, à avoir voté contre l'article 50 dès le début, mais un des très très rares dans ce domaine-là. Et c'est vrai vous nous livrez les réalités à chaque fois, elles sont intéressantes. C'est-à-dire qu'en passant en début de semaine, il y avait peut-être une chance de créer un débat. Donc, créer un débat veut dire qu'il y a une compréhension, une communication, une visibilité. Et c'est vrai que c'est un des points. On a appris en 2019, à travers la coordination générosité, qui est informelle, mais qui est une réalité de plusieurs structures, à nous parler, à nous comprendre et à agir ensemble, parce que d'autres domaines sur notre territoire économique et social sont beaucoup plus organisés et structurés, avec l'enjeu qui est pointé, celui d'être perçu comme ces fonds et fondations, le mécénat d'entreprise, globalement, tout ça, ce sont des niches fiscales, des facilités qui sont octroyées, des avantages, quelque part des avantages. C'est là le travail notamment du Centre français, de ses membres,
de faire connaître les activités, la réalité des actions. Donc, on sait qu'on a encore à progresser et que pour les pouvoirs publics, les fonds et fondations sont des alliés dans l'intérêt général. C'est ce cheminement. Donc, ça, c'est un des enjeux du rapport philanthropie. Je vais passer la parole à Axel Dafza, qui nous entend, qui dirige la Fondation de France, qui abrite près de 800 ou plus de 800 fondations. Et la Fondation de France, rappelons-le aussi, qui est à l'origine de la création du Centre français des fondations. Donc, Axel est une experte et je voudrais entendre du moins sa réaction aujourd'hui à la sortie de ce rapport le 9 juin sur la philanthropie et au vu des enjeux qu'elle perçoit. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Tout d'abord, un grand merci à Sarah El Haïry et Naïma Moucho pour ce travail qui, effectivement, n'a pas été fait à moitié. C'est-à-dire que je crois que ce qu'il faut saluer d'abord, c'est le souci qui a été le vôtre d'écouter, d'entendre, de comprendre à travers de multiples auditions. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment une marque de reconnaissance pour notre secteur d'avoir pris le temps de le faire, voilà, et en profondeur et d'essayer de comprendre le secteur dans toute sa complexité. Donc d'abord, un grand merci. J'ai une question qui me brûle les lèvres, alors je vais la poser tout de suite, mais après je voudrais revenir sur le fond du rapport. C'est que dans le cadre du remaniement du gouvernement, Gabriel Attal a été appelé à d'autres fonctions. Or, c'était lui qui avait annoncé qu'il porterait le projet d'une philanthropie à la française. Et donc, avez-vous des informations sur le fait de savoir qui remplacera Gabriel Attal? C'est pas anecdotique pour moi, parce que ça veut dire, si on n'a pas un endroit, et c'est toute une des difficultés du secteur, c'est que si nous n'avons pas un endroit, une reconnaissance dans un ministère sur nos sujets, en fait, ça bloque complètement toute évolution et toute possibilité de discussion. Voilà. Donc j'espère que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer ou qu'elles vont arriver bientôt. Sur le fond du rapport, en fait, alors je vais parler avant la période Covid. D'abord, en fait, nous sommes dans une situation assez paradoxale, c'est-à-dire que d'une part, nous avons un secteur qui est en très forte croissance, le secteur des fonds et fondations, puisqu'il y a encore eu 5% de croissance et de développement l'année dernière en termes de nombre de structures. Donc, on voit bien que nous sommes aujourd'hui à un moment où la philanthropie se développe, ce qui est une excellente nouvelle pour notre société. Et elle se développe en plus avec d'une manière très active, c'est-à-dire que quand vous regardez dans les données là, qui ont été publiées récemment par l'Observatoire de la philanthropie, ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, nos structures dépensent 40% des ressources qu'elles collectent par année, à la différence de nos amis américains qui, eux, sont très en dessous de 10%. Ce qui veut dire aussi que quand on revendique une philanthropie alors, je ne sais pas si c'est à la française ou à l'européenne, mais en tout cas une philanthropie différente de la philanthropie anglo-saxonne, c'est quelque chose qui est important parce qu'on sait que la philanthropie américaine aussi, elle emporte avec elle un certain nombre de critiques qui ne nous sont, à mon sens, pas opposables. Donc, nous avons d'un côté un secteur qui se développe d'une manière extrêmement positive et enthousiasmante, et dans le même temps, un certain nombre de rapports de la Cour des comptes, de mesures ou d'amendements parlementaires qui visent à revoir à la baisse les avantages fiscaux. Donc, la question qui est posée pour nous aujourd'hui et les sujets sur lesquels nous avions échangé avec Sarah El Haïry, c'était de dire, pour moi, la question, c'est comment soutient-on, encourage-t-on le développement de cette philanthropie tout en donnant les garanties nécessaires au pouvoir public pour éviter d'avoir des coups de rabot, des mesures décidées sans beaucoup réfléchir à leurs conséquences et à leurs impacts. Et donc la réponse, elle est assez claire, c'est-à-dire qu'il faut des règles du jeu qui soient cohérentes et acceptables pour les deux parties, c'est-à-dire les pouvoirs publics et les fonds et les fondations, d'une part,
une stabilité et de la transparence. C'est ce qu'on dit parfois, je dis, il faut aussi un équilibre entre les droits et les devoirs. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que dans la mesure où nous, effectivement, bénéficions d'argent et d'avantages fiscaux, il est légitime pour l'État de se préoccuper de la bonne utilisation de ces fonds. Donc, à nous de faire notre travail. En revanche, dans le même temps, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Pourquoi? Parce qu'on a plus de 8 statuts de fonds et fondations aujourd'hui, donc avec des structures, des statuts, des modes opératoires, des règles du jeu en quelque sorte, qui sont totalement opposées. Or, on le sait, entre une fondation reconnue d'utilité publique et un fonds de dotation, d'une part, les demandes et la rigueur qui est demandée sont extrêmement différentes, et d'autre part, la pérennité de l'action dans laquelle elles s'inscrivent, les objectifs qu'elles se fixent sont très différents. Donc tout ça milite pour avoir à la fois des droits et des devoirs sur le plan juridique et sur le plan fiscal qui soient équilibrés. Et je pense que si nous arrivions à traduire et à transformer votre rapport dans une loi qui finalement soit une sorte de pacte de confiance entre les pouvoirs publics et le secteur, nous ferions un pas extraordinaire, parce que ma perception, c'est qu'un certain nombre de parlementaires ont une vraie méfiance envers le secteur, globalement. On entend parfois des choses assez terribles. Et notre secteur souffre objectivement d'un manque de reconnaissance de l'action qui est menée. Alors, on peut commencer par s'en prendre à nous-mêmes en disant qu'on ne fait pas bien ce travail. Au-delà, vous l'avez dit tout à l'heure, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, vous avez dit, pendant la crise du Covid, le secteur s'est magnifiquement mobilisé. Oui, parce que c'était notre travail. Et moi, j'aimerais bien qu'à un moment on dise, d'un côté, le gouvernement se préoccupe immédiatement d'aller prendre des mesures pour soutenir les entreprises, et il faut le faire, et c'est très bien. En revanche, doit-on comprendre que les pouvoirs publics attendent que les associations et les fondations fassent leur travail, mais elles ont les mêmes difficultés que les entreprises, mais nous, on n'a qu'à se débrouiller. Voilà. C'est ce petit déséquilibre, je trouve, qu'il faudrait arriver à régler. Et probablement, si on arrivait à signer ce pacte de confiance où chacun fait son travail, je crois que nous ferions vraiment un très, très grand pas. Bon, il va pas passer la parole à Sarah. Je vois que Delphine l'a lu, puisqu'elle a une question, insiste sur ce point-là. Nous avons besoin d'une interlocutrice ou d'un interlocuteur dédié au sein du gouvernement pour les associations, les fondations et l'ESS en général. Protection contre garantie, oui. Pour un équilibre des droits et des devoirs inscrit dans un pacte de confiance entre les pouvoirs publics et notre secteur. La question de la confiance, effectivement, Sarah Lahiri évoquait des suspicions, etc. Donc, comment on peut travailler une confiance? Et puis, c'est une question additionnelle à ce que vient d'évoquer Axel. Enfin, vous avez l'habitude, pour ceux qui me connaissent, de savoir que je suis plutôt assez cash dans mes réponses. En réalité, ce n'est pas un manque de confiance, c'est un manque de connaissance. Dans l'esprit de beaucoup de mes collègues, il se trouve que le mot fondation ou le mot fonds de dotation, des fois renvoie à des imaginaires, alors que le mot association porte en lui quasiment dans ses gènes une action locale, alors que pour beaucoup, malheureusement, c'est vraiment un manque de connaissance, de perception. Il y a le sentiment que c'est uniquement des outils pour faire autre chose et pas spécialement servir un intérêt général. Et dès le moment que vous cassez ce champ sémantique, dès le moment qu'on rentre dans, et c'est Axel qui a l'habitude de le dire à plusieurs endroits, mais qui a l'habitude de le dire, revenons à pourquoi nous nous sommes tous engagés. Parce que vous servez des causes. Et en fait, on a tendance des fois à oublier, il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La nécessité d'avoir un secteur qui est en bonne santé et qui a confiance dans les pouvoirs publics et dans le législateur. Concrètement, ça se concrétise par quoi? Une stabilité fiscale. Moi, je crois fondamentalement à la nécessité d'une vraie stabilité fiscale, parce que l'instabilité, si l'énergie que vous avez mise pour essayer d'expliquer l'ineptie de l'article 50 de l'époque, l'énergie qui a été mise, aurait pu servir à autre chose, des choses plus fertiles d'une certaine manière. Malheureusement,
elle a été nécessaire, ça a été fait. Et c'est là où il y a un équilibre à avoir, une nouvelle avancée. Oui, le secteur de la générosité, oui, la philanthropie intègre des statuts différents et ça vaut le coup de s'arrêter quelques minutes pour comprendre les droits et les devoirs de chacun. Ils ne sont pas égaux et pour ma part, pour le coup, j'en assume les propos. Je crois qu'il y a un déséquilibre entre les droits et les devoirs au global et que rééquilibrer, reclarifier, ce serait une bonne chose. Et c'est pour ça que dans le rapport, on y vient, on met un peu les pieds dans le plat, mais c'est important. C'est important, il y a des statuts qui ont été différents, il y en a qui ont été créés avec des spécialités. Dans le cours de l'histoire, si on pouvait profiter d'un texte un peu fondateur d'une certaine manière qui repose, qui ne vient pas déstabiliser le secteur, parce que pour moi, le secteur fonctionne bien en réalité. C'est plus un débat au sein quasiment un débat public dont nous avons besoin. Profiter d'un texte qui vient stabiliser, lester d'une certaine manière, permettrait de plus largement sensibiliser les deux chambres, autant le Sénat que l'Assemblée nationale, à la nécessité de la confiance réciproque. La confiance réciproque, moi, elle passe un pacte de stabilité sur les outils fiscaux, c'est essentiel, peut-être beaucoup plus de visibilité sur la suite des mois à venir, un engagement sur le temps, permettant à chacun de mettre son énergie là où elle est la plus utile et pas en j'utilise un terme sportif, mais pas en défensive, mais en offensive. Moi, je préfère largement que les fondations, les fonds de dotation soient plutôt dans l'action, dans la capacité à essayer de réfléchir à de nouveaux outils pour accompagner les générosités, qu'en défense. Finalement, à expliquer que non, ce n'est pas un avantage fiscal, c'est un outil. C'est un outil qui aide, qui permet. Et donc, ne pas être dans une défense de privilège, ce qui peut être perçu par d'autres comme un privilège, mais au contraire, comme un outil permettant tout ce qu'on applaudit. Quand vous parlez de la moindre action que vous faites, la moindre, quel que soit le territoire, l'ensemble de l'Assemblée se lève et applaudit. Parce qu'on sait ce que c'est. Parce que tout le monde a dans son esprit l'association, ça va de la banque alimentaire à l'accompagnement de la culture sur les territoires, au patrimoine, en passant par vraiment les causes les plus difficiles. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous vont sur les causes qui sont difficiles à porter. Je pense à la pénitentiaire. C'est un combat en plus que porte Axel profondément. Et tout ça, c'est des sujets qui sont pas faciles pour les pouvoirs publics parce que c'est des manques. Et s'il y a un besoin, il faut partir de la première étape, c'est de considérer que l'intérêt général n'est pas l'exclusivité des pouvoirs publics, bien au contraire. C'est une responsabilité collective. Et pour que chacun y trouve sa place, alors il faut un pacte, le fameux pacte de confiance, stabilité fiscale et visibilité dans l'avenir. Donc, pas de coup de Trafalgar. On n'a pas à scruter le PLF pour découvrir qu'il y a 2-3 trucs qui bougent et finalement tellement infimes, mais qui ont des conséquences qui sont beaucoup plus grosses que le mouvement. Ne pas être sur le… Alors, ça donnerait ça à la louche. Donc, être vraiment on se serre la main, on se met d'accord et c'est acté. Et ça, le rapport a permis en réalité d'avoir des interlocuteurs. Évidemment, il y a eu les acteurs, mais les autres interlocuteurs du monde de la générosité, c'est-à-dire la Cour des comptes. On a Axel a cité la multitude de rapports, la Cour des comptes, mais également les autres acteurs de la confiance. Je pense aux différents labels de confiance, c'est qu'en partie, c'est celui qui me vient à l'esprit, et également les directions à Bercy. Direction à Bercy, c'est qui? C'est la DGFiP, la direction Trésor, la DG Trésor, les différents cabinets, et il a permis une chose, et vraiment, je le dis en toute transparence, que même moi, je n'avais pas perçu. Mes interlocuteurs du quotidien, c'était évidemment les services de Bercy, qui sont extrêmement calés sur le sujet, et puis moi, je suis rapporteur à la Commission des finances. Mais j'ai découvert également que dans les autres ministères, nous avions des interlocuteurs qui étaient sensibilisés à la question et qui, eux, parlaient à leurs députés potentiellement de prédilection par thématique. Mais sauf que si on réussissait à jouer collectif, comme vous avez réussi à créer de manière informelle la coordination générosité, alors, dans nos chambres, dans nos assemblées respectives, nous pourrions enfin poser cet acte de confiance, puisque personne n'aurait le sentiment de déshabiller personne. Il n'y aurait pas une guerre pour le mécénat culturel, une guerre pour le mécénat environnemental, une guerre pour tout ce qui va toucher évidemment les urgences autour de l'histoire de l'amendement Coluche, mais nous serions plutôt à porter vraiment la non-hiérarchisation des causes, plutôt un outil au service de l'intérêt général et au service de ceux qui arrivent à le faire vivre sur nos territoires, quel que soit le sujet qui est porté. Si nous arrivons à réussir ce que vous avez réussi à faire avec la coordination, alors ce pacte de confiance peut être scellé.
les quelques conditions étaient d'abord de poser un document, quelque chose, un socle commun où nous étions au moins d'accord sur le constat. Peut-être pas sur toutes les propositions, mais au moins d'accord sur le constat. Si le constat est d'accord, alors ça mène à l'étape 2. L'étape 2, c'est celle qui commence en fait en réalité, qui ne se voit peu, mais je pense que vous le ressentez, vu l'énergie que vous mettez à sensibiliser mes collègues. C'est évidemment la circulation du rapport entre nous, le fait d'avoir des débats avec quelques collègues, expliquer qu'un amendement sectoriel a moins de chances d'atterrir, en tout cas d'atterrir, d'être voté, qu'un amendement beaucoup plus large et beaucoup plus collectif, la nécessité de penser aux freins aujourd'hui, il en existe beaucoup, et d'avoir ce temps que Axel a pu évoquer, ce temps où c'est un débat législatif sur un texte qui remet au cœur du débat public, au cœur du débat politique, la nécessité de reconnaître les acteurs, quel que soit leur statut, comme des acteurs à part entière et ne pas des fois venir rattraper des fois à la dernière minute. Évidemment, c'est toujours voté, mais de temps en temps, il ne faut pas souper, quoi. Et quand il y a beaucoup de textes, il faut avoir un regard extrêmement vigilant. Pour répondre et ne pas éluder la première question d'Axel, je n'ai aucun doute sur le fait que, évidemment, c'est la prérogative du président de la République, qu'il nommera, qu'il permettra d'avoir un nouvel interlocuteur. Le nôtre, jusque maintenant, effectivement, c'était Gabriel. Il a été appelé à d'autres fonctions, mais j'ai l'intime conviction que nous aurons, je l'espère, un interlocuteur qui permettra de continuer ce travail. Il n'est pas vain, puisque ce n'est pas le travail d'une personne, de deux ou de trois. C'est un travail qui a été collectif et qui est lancé, qui est maintenant dans les tuyaux. Il faut l'accompagner maintenant sa mise en œuvre. Quelques jours à attendre encore, je crois, sans trahir aucun secret, qu'au courant de la semaine prochaine, nous aurons la nomination de secrétaire d'État avec des missions spécifiques, thématiques, et qui auront vocation à porter les priorités de la prochaine intervention et du président de la République et du nouveau Premier ministre. Donc, je suis plutôt positive et j'ai plutôt le sentiment que si on continue sur cette ligne-là, on réussira à faire. Cette énergie n'est pas vaine, loin de là. Et puis Gabriel est encore dedans. Et plus on sera nombreux à être sensibilisés, plus le nombre de membres du gouvernement sont sensibilisés au sujet, plus nous serons, je pense, dans une trajectoire de réussite, puisque nous utiliserons les mêmes mots. Et si nous utilisons les mêmes mots, c'est que nous parlons de la même chose. Merci Sarah pour cet apport très riche. Et effectivement, à ce stade, on met notamment le doigt sur un enjeu, c'est manque de reconnaissance, manque de connaissance du secteur, des réalités. Donc, besoin de communiquer, de valoriser ce qui est fait, de le comprendre. Donc, il faudra certainement espérer que le prochain secrétaire d'État pourra prendre la suite avec cette volonté de faciliter des rencontres à l'Assemblée nationale, notamment, qu'on aille rencontrer les députés, qu'ils puissent avoir ces échanges et une meilleure connaissance pour un pacte de confiance et effectivement libérer encore davantage de capacités au service de l'intérêt général. Alors, tout à l'heure, ça a été évoqué, on a des FRUP, des fondations reconnues d'utilité publique, on a des fonds de dotation qui ont explosé en termes de création durant la dernière décennie, et Landre est avec nous. Dominique Dupeloux a fondé le Fonds Kremlik, et qui est très original dans son action, je dirais, puisqu'il agit vraiment sur les fragilités humaines et environnementales, pour le coup, le thème de cette année. La question que je voudrais poser à Dominique, c'est est-ce que c'est facile de faire un fonds de dotation? Je crois que oui. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Est-ce que c'est un outil adaptable, flexible? Dans ce curseur entre flexibilité, simplicité d'action et capacité à être transparent, à rendre compte pour être gage de confiance, comment ça se passe? Première question. Et deuxième question, au vu du rapport des certains éléments, qu'est-ce qui rassure et qu'est-ce qui peut inquiéter? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Oui. Merci, Benoît. Je trouve que, je vais être un peu partisan, évidemment, mais je trouve que ce rapport ne fait pas la part belle au fonds de dotation. C'est quand même les structures qui se sont le plus développées en nombre depuis ces quelques années. Évidemment, en euros, leur poids est moins fort, mais je crois qu'il y a aujourd'hui plus de fonds de dotation que de fondations. Je crois qu'il y a environ 2700 fonds de dotation. Et je trouve que le rapport, pour lequel d'ailleurs je remercie beaucoup Madame El Haïry, n'est pas tout à fait
à la hauteur pour analyser et creuser ce développement qui est quand même tout à fait remarquable en nombre. On ne peut pas le balayer simplement en disant c'est trop facile de créer des fonds de dotation, il y a eu des effets d'aubaine. Je crois que ce développement des fonds de dotation relève d'un phénomène plus profond et qui n'est pas tout à fait, je dirais, interrogé par ce rapport. Il existe maintenant une philanthropie que je qualifierais d'active et de professionnelle. Ce sont des gens qui veulent non seulement consacrer du patrimoine à des causes, mais consacrer leur temps de façon très active, consacrer leur énergie, consacrer leur expérience à des causes d'intérêt général. Et ces nouveaux philanthropes ou philanthropes entrepreneurs, parce qu'ils viennent souvent du monde de l'entreprise, ont aujourd'hui finalement un choix assez réduit. Ils ne veulent généralement pas de fondation abritée parce qu'ils n'ont pas besoin d'une abritante, ils sont prêts à s'occuper d'expertise comptable, à s'occuper de beaucoup de choses qui ne les dérangent pas, ils n'ont pas besoin, ils veulent passer du temps sur ces projets. Donc, et ils veulent une personne morale pour s'en occuper. La fondation abritée ne peut pas répondre à leurs demandes, ce n'est pas une personne morale. Et de l'autre côté, ils ont la montagne des fondations reconnues d'utilité publique, qui est un parcours long que votre rapport, je dirais, enfin, le rapport baisse un peu la hauteur de la montagne, mais ça reste un parcours compliqué. Donc, il leur reste au milieu le fonds de dotation, qui est un outil qui a bien fonctionné parce qu'on peut facilement créer un fonds de dotation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que votre rapport ne propose peut-être pas assez de perspectives à ces créateurs de fonds de dotation. Vous leur proposez, je vais être un peu caricatural, d'avoir un commissaire aux comptes, ce qui est une très bonne chose. Je pense que tous les fondations devront avoir un commissaire aux comptes. Mais on a l'impression qu'il y a toujours un peu de réserve vis-à-vis de cette structure, qu'elle ne rejoint pas le cercle des fondations, qu'elle est peut-être trop libre, alors que ces fonds sont souvent prêts à se soumettre à des contrôles supplémentaires. On pourra en reparler. Donc, je voulais un peu vous interroger sur finalement quelle est votre position, comment votre rapport analyse-t-il cette croissance des fonds de dotation et que leur propose-t-il pour demain? Vous avez eu des propos particulièrement libres, donc j'en aurai aussi des particulièrement libres. Je crois que c'est tout l'intérêt des échanges qu'on peut avoir. Sinon, on reste dans du lisse. En réalité, les fonds de dotation, vous dites que nous ne faisons pas suffisamment de place, d'espace. Eh bien, détrompez-vous. En réalité, il aurait pu y avoir un choix beaucoup plus draconien de notre part et dire, eh bien, nous remontons la barre pour tout le monde. Et OK, dynamique, très bien, mais pourquoi ne pas réduire, pourquoi ne pas créer finalement ou rééquilibrer droit et devoir et finalement aller au contraire en plus de difficultés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les propositions 18, il y a la question d'inclure les fonds de dotation à dotation consomptible dans le champ des exonérations d'impôts sur les sociétés. Le vrai débat, c'est est-ce que les fonds de dotation ont besoin d'outils fiscaux pour accompagner leur développement? La réponse qui a été la nôtre, c'est oui, puisque nous accompagnons avec des nouveaux dispositifs, en tout cas l'énergie. Nous avons salué l'augmentation de la création en nombre des fonds de dotation. Mais le débat qui a été posé, puisque vous le connaissez comme moi, c'était est-ce qu'on appelle ou pas les fonds de dotation de fondation? Alors, est-ce que pour vous, et là, devant témoin, est-ce que pour vous, c'est intitulé, est-ce que c'est vraiment le sujet qui a été posé? Est-ce que le fait de s'appeler fondation quand on est un fonds de dotation, demain risquera de réduire la dynamique de cette volonté d'entrepreneurs qui s'engagent, qui mettent de l'argent et qui font le choix effectivement d'avoir une personne morale et donc la liberté qui va avec? Moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai largement balayé, c'est une demande, elle existe, je ne peux pas vous dire qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'elle était la principale? La réponse est non. Et de l'autre côté, j'avais la question des FRU, des fondations qui sont reconnues d'utilité publique, des fondations également, enfin de la situation des ARU, ou même des fondations spécialisées, ou même la situation des fondations d'entreprise, qui, eux, ont un certain nombre de règles. C'est soit on fait converger tout le monde, soit on permet à chacun, pour certains, plus de liberté, avec la responsabilité qui va avec, pour d'autres, plus de contraintes. Alors, c'est normal qu'avec plus de contraintes, on ait les questions de grande capacité et compagnie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, puisque je pense que ce n'est pas débat, mais le sujet qui a été posé, celui qui nous a été posé de manière assez claire à la fin, c'est est-ce que oui ou non, on permet le nom, l'utilisation du mot fondation? Moi, au contraire, je considérais que les fonds de dotation sont tellement dynamiques, vous l'avez dit et vous l'avez salué, et je le salue aussi,
puisque c'est une sorte d'engagement quasiment entrepreneurial. Eh bien, c'est très bien. Accompagnons cette dynamique. Je ne crois pas que demain, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, les entrepreneurs qui ont envie d'accompagner, de créer des fonds de dotation, arrêteront de le faire, arrêteront de s'engager parce qu'il n'y a pas d'intitulé. Ils le font déjà aujourd'hui, la courbe est déjà extrêmement positive. Moi, je ne vois pas en ça un élément bloquant, au contraire, puisque de l'autre côté, on ne réduit pas les droits, on ne préconise pas une évolution législative plus dure, bien au contraire, on essaye de corriger des inégalités, puisqu'il y en a, on en avait identifié quelques-unes. On essaye également de permettre, parce que ces propres entrepreneurs dont vous parlez, qui créent ces fonds de dotation, sont souvent soumis au PFU, ils ont des holdings avec une soumission à l'IS. Au contraire, vous leur a donné plus de canaux, plus de moyens pour s'engager encore plus dans le choix du modèle qu'ils souhaitent, qui est le leur, celui qui permet le plus de liberté dans sa gouvernance. Et donc, dans cet équilibre, en tout cas, dans la manière dont nous avons mené nos travaux, nous n'avons eu à aucun moment le sentiment de brider les fonds de dotation. Au contraire, d'accompagner chacun dans un équilibre de droits et de devoirs. Et le simple champ sémantique qui crée débat à l'intérieur du secteur et des acteurs. D'ailleurs, le CFF lui-même, je sais qu'il y a eu un certain nombre de débats parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de temps avec beaucoup d'acteurs. C'est un débat qui n'est même pas tranché en réalité par le secteur lui-même. Donc, quand moi je considère que la générosité, la vie de nos fondations, la vie de nos fonds de dotation est dynamique, eh bien, accompagnons-la et ne créons pas de division à l'intérieur même d'un secteur qui va bien, mais qui peut être encore plus soutenu. Et donc, nous avons mis plus d'énergie à trouver les moyens pour soutenir avec, évidemment, de la fiscalité. C'est peut-être pas le sujet le plus sexy, mais ce sont des outils très concrets. Quand demain, on pourra intégrer le PFU, quand demain, on aura la suppression, enfin bref, je ne vais pas vous faire toutes les propositions, mais un certain nombre d'obligations qui alourdissent, alors ça va dans le sens d'une générosité dynamisée. Je crois que votre question a eu le mérite d'être assez claire. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait moins géré la part belle d'une famille plus que l'autre, au contraire, mais plutôt de trouver un équilibre entre toutes les familles. En tout cas, c'est le sentiment qui a guidé nos travaux. Tout à fait. Je vous remercie pour votre réponse. Je ne souhaitais pas qu'il y ait plus de contraintes sur les fonds de dotation. Mon point était de dire, je crois quand même que cette question sémantique se posera parce que vous avez à côté des fonds de dotation, vous avez un développement incroyable des fonds à impact, par exemple, fonds de dotation, fonds à impact. Les deux travaillent un petit peu dans l'économie sociale et solidaire. L'un fait des investissements avec des retours financiers, l'autre fait des dons sans retour financier et porte le même nom, fonds. Je crois que durablement, cette ambiguïté ne peut pas durer. Et je pense que beaucoup de créateurs de fonds de dotation sont prêts à accepter quelques contraintes supplémentaires, notamment sur le contrôle de l'intérêt général dans le temps, parce que le fonds de dotation, c'est bénéfique, c'est un intérêt général qui vous est accordé par écrit par la préfecture. Et parfois, ça peut donner lieu à quelques abus. La difficulté, c'est de contrôler l'application dans le temps de cet intérêt général. Nous proposons, nous, à l'esprit de famille, de le faire par les commissaires aux comptes. Mais je crois qu'on serait prêt à accepter, beaucoup de fonds de dotation seraient prêts à accepter des contraintes supplémentaires et puis de rejoindre le cercle des fondations, et s'appeler fondation ou fondation simple ou autre. C'est une question sémantique, mais vous savez, ça a beaucoup d'importance et je crois que votre rapport veut aller aussi dans la simplification. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que mes propos ont commencé en disant la sémantique a son sens. Et si nous avons perdu certains combats, c'est parce que la sémantique n'était pas la bonne. Typiquement, avantage fiscal, niche fiscale ou outil. Simplement, c'est un outil fiscal, oui. Moi, je considère que la fiscalité, elle vient soutenir un projet, une visibilité. La fiscalité doit simplement donner le cap. Si on considère que c'est important, eh bien, on donne par outil, on dote d'une fiscalité favorable. C'est rien d'autre que ça. Enfin, il n'y a rien de personnel, en fait, dans la fiscalité. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise. Au contraire, la fiscalité, en tout cas, c'est pour ça que je me passionne en commission. Je suis passionnée dans ma propre commission. Parce que derrière ce regard qui est très peut-être brutal, voire peu lisible pour un certain nombre d'entre nous, la fiscalité, c'est la manière de donner corps à une politique publique, à un discours de politique publique. Et c'est très concret parce que c'est très objectif. Soit on considère que c'est positif et on l'accompagne, soit on considère que ça ne l'est pas, et à ce moment-là, eh bien, on en limite les facilités. Et c'est pour ça que je comprends ce débat, nous l'avons eu, et Esprit Famille a été extrêmement présent, et pour le coup, je salue et les membres
et en particulier Sabine et Tessa, qui ont été, mais je veux dire, d'une disponibilité dingue, parce que voilà, je pense qu'il faut saluer le travail quand il a été fait. Et un certain nombre d'ailleurs de propositions viennent des vôtres sur les questions de libéralité, entre autres. Merci. Alors, donc, nous sommes rentrés vraiment très vite dans ce débat très intéressant sur les enjeux philanthropie, mais la philanthropie, c'est un terme très large et qui doit s'incarner. Il s'incarne par des projets, des activités. On va passer maintenant, parce qu'il nous reste à peu près un petit quart d'heure pour respecter le timing, la parole à certains adhérents qui nous entendent et qui vous entendent. Alors voilà, donc on a des questions sur le chat qui remontent. Et si l'un des adhérents ou une adhérente veut prendre la parole, c'est le moment de le faire avant que je puisse amener les intervenants à conclure. En attendant la première question, est-ce que je peux me permettre de poser une question sur les fondations territoriales et sur peut-être clarifier un peu la proposition, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de fondations qui œuvrent à l'échelle d'un territoire. Et ces fondations particulièrement, alors c'est vrai toutes les fondations, mais particulièrement celles qui ont un objet lié à un territoire, elles travaillent déjà aujourd'hui très bien avec les pouvoirs publics, avec les collectivités, avec les associations, enfin avec leur écosystème local et les entreprises bien sûr. Mais cette énergie, elle fonctionne parce que les fondations, de leur générosité privée, gardent leur impulsion, la volonté de leur objet. Et du coup, cet objet fondation territoriale tel que vous le proposez, est-ce qu'il ne risque pas, mais je ne l'ai peut-être pas bien compris, est-ce qu'il ne risque pas un peu de casser cette dynamique? Voilà. Je peux y répondre de manière assez aisée, mais je trouve que nous ne mettons pas les fondations territoriales dans les 35 propositions, mais dans la synthèse au sens littéraire de la fondation. Ce n'est pas un statut. On ne l'imagine pas comme un statut ou comme un outil. Mais c'est plutôt pour saluer, parce que en tout cas, on a été particulièrement intéressés par les dynamiques locales. Et donc, j'avoue, nous avons utilisé un terme générique, et fondation et territoriale, comme l'outil permettant de reconnaître la qualité des travaux, par exemple la Fondation de Lille en particulier, qui a réussi à créer des écosystèmes. Je vois par chez moi également, alors pour le coup c'était un fonds de dotation, mais Seine-et-Loire, sur des thématiques très locales, réussir à accompagner et créer des dynamiques territoriales. Donc finalement, ce n'était plus une cause, on ne se réunissait pas pour une cause, mais on se réunissait autour d'un territoire qui est souvent un lieu commun. Et c'est dans cet esprit-là il y avait en parallèle de nos travaux, parce que le rapport, le leur est sorti quasiment, enfin, a été remis juste avant le nôtre, mais les travaux se sont croisés. Il y avait une autre collègue qui avait un rapport sur les fondations territoriales plus spécifiquement. Et donc, on y voyait quelque chose d'intéressant à creuser, en plus en termes de sensibilisation, d'appel à travailler ensemble et également en reconnaissance de ce qui a pu être fait sur certains territoires. Donc, si ça peut clarifier ou en tout cas vous rassurer, Axel, ce n'est pas du tout un statut en tant que tel en fait que c'est pensé, mais plutôt comme une dynamique de développement, de débat, de sensibilisation également des collectivités territoriales autour de l'importance. Il y a de plus en plus d'ailleurs de collectivités qui créent des fondations, c'est assez nouveau, mais qui rentrent en fait sur le champ. Je vois chez moi la fondation qui a été créée par la région Pays de la Loire, qui est une fondation pour l'engagement. C'est une réalité nouvelle, alors que dans ma philosophie initiale, la philanthropie, c'est d'abord un acte privé. La philanthropie, c'est un acte privé, c'est un acte qui est porté et accompagné, certes, par la puissance publique du fait des outils fiscaux, mais c'est d'abord une volonté privée. S'il n'y a pas de donateur, il n'y a pas de philanthropie en réalité. Après, elle peut être accompagnée, elle peut être stimulée. Aujourd'hui, on voit se créer des fondations portées par la propre volonté des territoires. Je crois que ça mérite de
d'être regardé, d'être creusé, mais en aucun cas la création d'un statut spécifique, puisque au contraire, je suis plutôt une clarification des statuts et réunir un maximum de monde autour de chapeaux, avec des particularités évidemment, des droits et des devoirs qui s'équilibrent, mais ce n'est pas un statut en tant que tel. Je ne sais pas si ça clarifie la question. Si, c'est parfait. En fait, ce qu'on a besoin de clarifier, c'est qu'on n'aille pas vers une multiplication de statuts de fondation. Pas du tout. C'est pas du tout l'esprit. C'est pour ça qu'on a mis entre guillemets et qu'on l'a mis dans la synthèse et pas dans la liste des 35 propositions comme création de statut. On reste vraiment sur 4 grandes familles. C'était l'esprit. Le concept, oui. Alors, donc, on s'approche à quelques minutes de la fin de cette conférence. Alors, il y a des remarques surtout qui sont faites. Je vois des membres présents qui, dans le chat, mettent des remarques, qui félicitent notamment Sarah Lahiri aussi pour ce travail. Nous savons aussi qu'elle fait partie des nominés pour le poste pour la suite, nous verrons bien. Vous devez avoir plus d'informations que moi. Et donc, à ce stade, donc, il y a des remarques, effectivement, hein, sur les points de vue. L'abaissement de la dotation des fondateurs majoritaires dans des gouvernances sont une très bonne mesure, enfin, il y a des points de vue différents. Moi, je voudrais profiter d'avoir Sarah Lahiri, et encore une fois, merci Sarah de nous consacrer du temps. Et elle est véritablement, par ses convictions, je dirais, un pont entre les pouvoirs publics, entre notre Assemblée nationale et notre secteur. Et j'aimerais effectivement que l'on puisse voir, quelles que soient ces fonctions à venir, qu'on puisse travailler dans cette reconnaissance, dans cette meilleure connaissance, parce qu'il n'y a rien de tel que de tomber sur un ou une députée qui dise « Ah, mais j'avais pas compris finalement que l'article 50 voulait dire ça, vous auriez dû mettre, etc. » C'est navrant. Quand on voit ça, c'est vraiment navrant. Alors, pourtant, voilà, avec l'équipe du CFF, avec les différents collectifs en œuvre, donc nous sommes tous des citoyens français à part entière et on a envie que les choses soient plus simples, mieux comprises pour pouvoir accélérer. Et on l'évoquait, quand on voit le nombre de gens en difficulté aujourd'hui, le nombre de personnes en difficulté, les enjeux environnementaux, c'est notre thématique, on se dit il y a des mesures aussi à créer, il y a des choses nouvelles. Je vois à Lyon là des concepts de viager où c'est plus une personne âgée et une personne, c'est mutualisé, comme ça c'est plus neutre et c'est encouragé. D'un côté, on sait qu'il y a des gens qui ont des moyens. Je viens de voir ce challenge, les 500 fortunes de France, enfin, tous ces classements. Donc, comment on va arriver à travailler ensemble? Je pense effectivement, c'est par des rencontres, de la connaissance, parce qu'il y a ces initiatives qu'il faut libérer et il faut arriver à mettre de côté des choses erronées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des paradis fiscaux, il n'y a pas des gens qui essaient de truander, mais c'est marginal, on le sait bien. Et ce n'est pas dans ce secteur, on ne fait pas des fonds et fondations pour ça. On mélange des choses. Donc, la connaissance est un point indispensable. Je tiens, à l'issue, on arrive à la fin de cette conférence, et je demande à Jean-Marc et à l'équipe ici si vous voyez des questions apparaître, parce que là, je vois des remarques et des commentaires, c'est intéressant, tout le monde peut les lire d'ailleurs. Hein. Mais voilà, est-ce que Sarah, ça peut être notre engagement commun à l'issue de nous, cette journée, enfin cette demi-journée d'Assemblée générale, de poursuivre le travail et de voir comment, à l'image de ce qu'a fait Hugues Rançon, à l'image de ce que vous faites, avec aussi d'autres députés, mais pas suffisamment, comment est-ce qu'on peut œuvrer dans cet intérêt général? Ça reste une question de fond. Peut-être pour répondre avec quelques petites billes très utiles et très simples, la meilleure manière de toucher un parlementaire, et pour le coup, c'est quand même que ce soit son interlocuteur territorial, en fait. La meilleure manière de le sensibiliser, c'est quand c'est une fondation ou une fondation de son propre territoire qui le sollicite. C'est idiot, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça, parce que moi je vois bien quand, par exemple, on m'interpelle sur des sujets qui ne sont pas naturellement mon champ de compétences et que ça vient d'une sollicitation parisienne, j'y prête vraiment beaucoup moins pas moins d'intérêt, mais moins de sensibilité, moins d'énergie, puisque je peux me retrouver finalement à autant traiter du nucléaire, des éoliennes, que de la situation du Mali ou du Congo. Et chacun, en fait, a des sujets un peu d'expertise. C'est ce qui nous amène à choisir des commissions à l'Assemblée. Donc, tous les sujets un peu parisiens, nationaux, c'est des sujets sur lesquels on doit sensibiliser la commission compétente. Il se trouve que la commission compétente qui aime le plus et qui connaît le plus le monde de la philanthropie, c'est la commission des affaires sociales, la commission de la culture, sauf que celle qui a des conséquences directes, il se trouve que c'est la commission des finances et de l'économie générale. Et donc, c'est en ramenant ce débat-là
à l'intérieur de cette commission qui est peut-être plus rude, que nous gagnerons cette première étape. La deuxième, c'est quand un député reçoit une invitation, en réalité, à découvrir une fondation, un fonds de dotation. On a, et j'ai des amis qui font pareil, donc en fait, je me permets de le dire, en fait, on a tout de suite tendance à montrer ce qui fonctionne. En fait, on montre toujours le verre à moitié plein, ce que nous réussissons à faire avec peu, et on en est très fiers. En réalité, je crois qu'il serait utile ou peut-être d'usage un moment dans les entretiens, peut-être le dire aux adhérents, de dire attention, vous savez, lors des lois de finances, je sais que ce n'est pas votre commission, mais lors des lois de finances, il peut y avoir des conséquences pour nous. Parce qu'il y a des règles qui peuvent bouger pendant la loi de finances. Et le fait de sensibiliser par le territoire, eh bien, c'est du direct. Les oreilles ne sont pas les mêmes. Quand nous sommes chez nous, quand nous sommes sur nos territoires, on a un regard peut-être encore plus fin. On accepte d'aller sur des sujets encore peut-être un peu plus durs parce que ce n'est pas les nôtres. Et on a la volonté encore plus de bien faire. Si cette sensibilisation remonte par les territoires et que chacun prenne le temps, après avoir expliqué évidemment tout le bénéfice de l'action, dire, vous savez, il y a aussi un sujet qui est important, c'est la période de loi de finances. Alors, nous serons plus nombreux à être vigilants à ce moment-là et plus nombreux à être solidaires quand il faudra apporter un regard complémentaire. Et donc, quand chacun se lèvera, il parlera de son territoire. Et il n'y a jamais autant de puissance, il n'y a jamais autant de capacité à embarquer les autres que quand vous parlez de quelque chose que vous avez vu, qui vous a créé une émotion. Cette émotion, vos collègues, ils la ressentent. Et on n'est pas sur les amendements identiques. Alors, ça arrive aussi, hein, mais 4, 5, 6, 7 amendements identiques, alors ça veut dire que le secteur a très bien fonctionné, mais au bout du 5e ou du 6e, eh bien, le collègue dit défendu. Parce que, bon, on ne va pas lire le même texte 6 fois d'affilée. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de tri, il n'y a plus d'illustration. Et donc, si on n'illustre pas, on ressent moins les conséquences qu'il peut y avoir. Quand vous êtes en capacité de dire l'article 50, il se trouve que chez moi, voilà ce que ça va avoir comme conséquence. Parce que telle banque ou telle entreprise, oui, donne plus de 2 millions d'euros. Et voilà les associations que ça aide. Si demain, ils sont dans l'obligation de réduire parce qu'il y a un plafond, parce que c'est une lecture fiscale, il n'y a rien de personnel dans l'histoire, eh bien, voilà les causes qui seront impactées. Si on est beaucoup plus nombreux à se lever pour tenir cette illustration d'une conséquence d'une décision fiscale, alors je crois que les combats seront plus victorieux, si je peux utiliser le mot comme ça. Benoît, je ne sais pas si je peux faire un aparté, c'est Élodie, Fondation Pierre Fabre. Bonjour. Tout d'abord, effectivement, pour ma part également, félicitations pour ce rapport. Vous me permettrez à titre personnel d'y apporter un bémol et de ne pas parler cette fois-ci au nom du Centre français de la région et de la Fondation Pierre Fabre, qui, en tant que seul actionnaire majoritaire d'un groupe pharmaceutique détenu par une fondation, n'a même pas été entendu dans le cadre de ce rapport. Donc là, je referme la parenthèse, mais pour nous, c'est un petit peu dommage. Mais au-delà de ça, je partage complètement votre propos et ce que vous indiquez sur la connaissance importante qui est faite au niveau local des impacts. Et en ça, je voudrais faire un lien avec, j'allais dire, la position qui pourrait être décidée au niveau de l'installation systématique d'un commissaire au gouvernement. Je partage d'une expérience. Nous avons, nous, au sein de la Fondation Pierre Fabre, 2 membres du gouvernement en tant que membres de plein droit qui sont en fait notamment le représentant du département. Et je trouve qu'en ça, ça a un apport très important parce que ça permet d'avoir justement un interlocuteur local au plus près des problématiques de son secteur et de son département. Donc, à titre personnel, je voulais juste faire un éclairage sur la systématisation du commissaire du gouvernement. C'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Vous permettez, juste pour répondre, j'entends le bémol et le travail qui a été fait autour de la question au commissaire au gouvernement ou administrateur, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun réseau qui les unit. Les situations sont très, très inégales d'un territoire à l'autre et c'est le fruit vraiment d'échanges très approfondis. Et je crois qu'il y a un vrai sujet d'accompagnement. Un sujet pour que finalement, ils vivent cette mission comme
non pas comme une charge de travail supplémentaire pour certains, parce que c'est le cas, et en fonction de votre ministère de détachement ou de votre direction, si elle est décentralisée de détachement, ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes moyens. Et aujourd'hui, rien ne coordonne en fait. Et je crois qu'il y a en tout cas, nous avons identifié un vrai projet, un vrai sujet. Et pour revenir sur le fait du manque de l'audition, c'est évidemment très maladroit de notre part. Et encore une fois, ce rapport est loin d'être parfait. Et c'est certainement un manque. Et c'est dommage. Mais c'est un manque qui a vocation à être complété, puisque, encore une fois, je disais que ce travail est une ligne de départ. Et désolé s'il y a eu de la peine, parce que c'était pas l'esprit. Et si on peut y remédier, eh ben, ça sera avec grand plaisir qu'on puisse se rencontrer, puisque tout ça doit normalement prendre corps et se transformer en texte, en amendement, également sur d'autres échéances qui arrivent. Et ça sera avec, en tout cas, si vous êtes d'accord, hein, ce sera un plaisir que d'avoir ce temps d'échange, même a posteriori. Je vous remercie pour les réponses sur les deux points, on va dire. Merci, merci à tous. Je vois qu'Axel a dû nous quitter. Elle l'avait prévenu à 18h, elle avait une autre contrainte. Un grand merci à la députée Sarah Léry, bien sûr Alain Mouchou, mais Sarah Léry est très engagée, très présente avec ses convictions et on le sent vraiment dans notre secteur qu'on progresse ensemble. Donc je crois qu'on retient à nous le Centre français avec l'équipe au moment où on développe des outils de communication, des outils en domaine du digital, l'importance de pouvoir travailler à cette meilleure connaissance et meilleure reconnaissance de ce qui est fait et de ce qui est porté par les fonds et fondations. On a besoin de le faire collectivement ensemble avec toute la diversité et cette richesse-là. C'est, je crois, un enjeu majeur pour nous tous. On aura l'occasion d'en reparler le 1er octobre puisque c'est la journée des fondations européennes. Donc, on aura un événement le 30 ou le 1er octobre, certainement, qui nous invitera. D'ici là, nous aurons l'occasion de poursuivre, de tenir informés nos membres. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pu se connecter. Un grand merci également à Dominique Dupelou, Axel Dafzac qui ont joué le rôle, donc du côté FRUP, du côté fonds de dotation, de voir l'importance de la prise en compte des différentes spécificités. Et à très bientôt, Sarah, pour poursuivre ce travail collectif. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, de manière organisée ou plus directe. Voilà, on sera toujours disponible pour débattre, apprendre et puis surtout avancer. Je ne crois pas avoir une vérité, loin de là, je ne le pense pas. C'est que le fruit d'échanges, de construction, de débats. Et après, on construit des convictions et c'est uniquement grâce à vos énergies. Donc voilà, n'hésitez pas, la porte est toujours ouverte. Merci à tous et puis à très bientôt, j'espère. Le PLF va bientôt recommencer. Peut-être qu'une peine. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.